Donc je vous propose de descendre de 2 étages. Nous étions au 5e de 41 de la rue Gay-Lussac. Je vous propose de vous installer pour quelques instants au 3e étage de ce même bâtiment où se trouvent les bureaux du groupe de recherche et d'études sur l'histoire du travail et de l'orientation. J'insiste beaucoup sur travail et orientation parce qu'il me semble que la position de Vallon concernant l'orientation, ce que je vais développer avec vous, s'enracine énormément dans la question du travail, et que les deux sont extrêmement liés, que dans ce groupe de recherche, nous essayons de travailler de manière conjointe les problèmes de l'orientation et du travail. On peut le constater, l'œuvre de Vallon est largement méconnue, c'est le thème même de cette journée, et les travaux de Vallon sur l'orientation scolaire et professionnelle sont encore moins bien connus. Et un certain nombre d'auteurs qui ont publié des textes de Vallon ne publient pas les textes sur l'orientation, à l'exception d'Hélène Gracio-Alfanderi. Et c'est pour moi un point un peu obscur que j'essaie de travailler. Parce qu'il me semble que l'œuvre de Vallon est extrêmement importante concernant l'orientation, parce que c'est l'endroit même où s'exprime, à mon avis, et c'est ce que je vais essayer de montrer, un ensemble de contradictions dans le développement de sa théorie psychologique. En particulier en ce qui concerne la notion d'aptitude, qu'il aura beaucoup de difficultés à définir et à intégrer, en tous les cas, dans sa théorie psychologique de l'enfant. On voit bien les déplacements qu'il opère. Chemin faisant, j'essaierai de préciser quelle est ma position sur l'orientation pour montrer combien les positions de Vallon sur l'orientation sont toujours d'actualité et que les textes actuels sur l'orientation, à mon avis, sont très en deçà de ce qu'a pu écrire Vallon sur l'orientation dans les années 30 ou dans les années 40. Or, d'emblée, je crois qu'il faut un peu cadrer mon propos pour préciser le cadre de mon analyse. Pour Vallon, le développement des possibilités d'action des individus passe par la maîtrise de soi et des milieux de vie, les deux étant intimement liés dans un processus dialectique. L'emploi du pluriel pour désigner les influences externes est important. En effet, plusieurs milieux peuvent se recouper chez le même individu et même s'y trouver en conflit. Donc il y a toujours chez Vallon cette recherche d'unité entre ces différents milieux porteurs de rationalité et d'idéologie qui leur sont propres, s'établissent des rapports d'harmonie, mais aussi des rapports de discordance qui sollicitent le sujet comme instance de choix. Donc on peut donner une première définition de l'orientation, aider les enfants ou les adultes à faire des choix concernant leur devenir scolaire et professionnel implique de s'intéresser à la façon dont la subjectivation de l'environnement s'opère en chacun d'eux et comment, en retour, elle agit sur leur propre développement. Donc là, Lefebvre l'a très bien montré, il y a chez Vallon deux attitudes. Une attitude qui est liée à une recherche scientifique, très clairement exprimée dans ses œuvres, et une action qui est plus du côté du changement social, de la révolution, on pourrait dire, puisque Lefebvre va dire il y a une part chez Vallon qui ne rêve que d'action, de changement et d'aventure, redoutée parce qu'essentiellement révolutionnaire. C'est ce que dit Lefebvre. On a parlé longtemps ce matin concernant l'attitude de Vallon et les deux attitudes qui sont chez lui. Il est très porté. Et on peut faire l'hypothèse que l'orientation scolaire et professionnelle s'inscrit aussi dans cette deuxième dimension, et en particulier sur les questions de défense de la classe ouvrière. Le premier article qui prend en compte cette question-là, c'est un article de 1913 qui n'est jamais cité, ni par Vallon, ni par les chercheurs qui travaillent sur ces questions-là, et je crois qu'il ne figure pas d'ailleurs dans les textes que vous avez publiés. C'est la critique qu'il fait dans une revue littéraire en 1913 du livre de Taylor sur les nouvelles méthodes d'esclavage au principe d'organisation scientifique de Taylor, qui est un livre où il met en pièces effectivement la théorie de Taylor concernant la production dans le monde ouvrier. Alors ça, c'est effectivement, c'est quand même, ça s'articule sur ce qui se passe à ce moment-là, puisque aux usines Renault,
une grève dans les années 1912, plusieurs grèves sont déclenchées par les ouvriers, parce que Renault, à la suite de la visite d'un de ses ingénieurs aux USA, essaye d'implanter les méthodes du taylorisme, et ça débouche sur un certain nombre de mouvements de grève extrêmement forts, et Vallon écrit cet article-là dans ce cadre-là. Puisque le titre de cette journée d'études porte aussi Vallon, un intellectuel engagé, je ne résiste pas au plaisir de vous citer sa conclusion de la critique de Taylor. Voilà, je vous lis. Au sabotage de l'espèce et de la nation qu'opposé le refus des victimes, la grève, pour la réduire les patrons leurs capitaux, la faim, et plus expéditive en Corse, la force publique. Quel gouvernement leur a jamais refusé sa police et l'armée? Contre l'État coupable de ses complicités, la civilisation n'a d'autre soutien que le syndicalisme tant honni. Peut-être un jour remettra-t-on aux mains des producteurs confédérés la force matérielle, instrument de liberté, non d'esclavage, et M. Taylor à sa place. Voilà la conclusion de cet article magnifique. Ça me dit quelque chose. Oui. Donc on voit que Vallon, très tôt, s'engage dans la défense du monde ouvrier et que son lien à l'orientation va prendre source dans la défense de la classe ouvrière, et puis aussi du côté de l'institution, puisque son laboratoire, la première forme de son laboratoire, c'est évoqué par Jacqueline Nadel, est en fait à Boulogne-Billancourt, dans une école primaire, mis à disposition gratuitement par la municipalité de Boulogne-Billancourt, et du coup, le maire de Boulogne-Billancourt va demander à Vallon de monter une consultation d'orientation professionnelle, un peu en échange de bons procédés, et que pour ça, il va recruter une de ses anciennes élèves, qui est Hélène Gracio-Alfanderi, pour assurer ces consultations d'orientation. Alors moi, j'ai la date de 29. Ce matin, on a cité 33. Il me semble, mais il faudrait vérifier, que dès 1929, Hélène Gracio-Alfanderi est dans le laboratoire de psychobiologie de Vallon à Boulogne-Billancourt et y assure les consultations d'orientation. Donc très tôt, il s'intéresse à cette question-là. Et on va retrouver le deuxième point d'appui, c'est la création de l'INOP. 1928, Pierron, Laugier et Fontaine créent l'Institut national d'orientation professionnelle au 41 de la rue Gay-Lussac, et tout de suite, Vallon est associé à la fois au comité d'administration, conseil d'administration, mais aussi en tant qu'enseignant. Et là, curieusement, Pierron va lui demander d'assurer les cours de sélection et d'orientation professionnelle, qui était un sujet qui, jusque maintenant, il avait peu travaillé d'un point de vue scientifique, sauf, effectivement, dans cette dénonciation du taylorisme. Donc, 17 ans après, il va reprendre dans un article « Sélection et orientation professionnelle » paru dans le Journal des psychologues, une réflexion autour de la question de l'orientation et de la sélection professionnelle. Et là, très vite, va apparaître ces divergences avec Pierron. C'est-à-dire la façon dont il pose le problème se différencie quelque peu de la façon dont Pierron peut poser la question de la psychotechnique autour de la notion d'aptitude. Et il va reprendre cette critique du taylorisme en 1947, un moment particulier de reconstruction de la France. Et très tôt va apparaître, j'insiste parce que ça me paraît important, il va débattre de la question de l'aptitude en essayant de surmonter les contradictions que traverse la psychotechnique par rapport à ça. Et pour ça, il s'appuie sur une étude qui a été menée en Allemagne pour le recrutement des apprentis dans la bijouterie, dans le domaine de la bijouterie. Et il constate, en reprenant cette étude-là, que les performances, les résultats des élèves varient selon que les élèves habitent à la campagne ou à la ville. Et il dit, là, ça pose problème. Si on mesure l'aptitude et qu'on obtient, en fonction de leur lieu d'habitation, des résultats différents, en fonction
du lieu de vie des enfants, c'est que l'aptitude n'est pas une donnée congénitale, qui évolue peu, hein, ce que disait Pierron, hein, mais que c'est bien lié à l'environnement. C'est bien lié au milieu de vie de l'enfant, c'est bien lié à ce qu'on propose en termes d'activité à l'enfant. Et là, il commence à dire, hein, que l'aptitude est très liée à la façon dont le jeune va percevoir le réel. Pour Vallon, hein, le réel, pour être objet de connaissance et construction de savoir, doit être représenté, interprété et élaboré. Donc les enfants ne sont pas égaux, hein, devant ce réel en fonction du milieu dans lequel ils vivent. Et voilà ce qu'il dit, extrêmement important. Le matériel de notions et de symboles qui stimule habituellement l'activité de l'enfant, qui oriente son intérêt et lui impose certaines attitudes mentales, est en effet ce qui varie le plus selon qu'il vit à la ville ou à la campagne, qu'il fréquente telle sorte d'école ou tel compagnon de classe, que d'écolier, il devient apprenti. Et là, il dit en fait que ce qui varie, c'est la nature des instruments à la disposition des enfants pour travailler le réel. Et là, surprise, quand moi j'ai relu précisément ce texte, en fait, il part très tôt, dès 1925, de notions d'instruments et pratiquement de genèse instrumentale, c'est-à-dire bien avant Vygotsky. Alors que là, on a redécouvert en France il y a une vingtaine d'années la question de l'instrument, en se référant systématiquement à la genèse instrumentale de Vygotsky, que Vallon, on connaît ses travaux, mais ne connaît pas directement, enfin c'est un peu compliqué, il faudrait plus de temps pour y revenir, mais que très tôt, il parle de cette question de l'instrument. Et il définit, par exemple, le langage comme un instrument, pas très éloigné de la définition que donnera un Vygotsky de l'instrument. Donc là, on voit qu'à ce niveau-là, c'est extrêmement intéressant, puisque pour lui, l'aptitude, c'est le produit ou le résultat de l'utilisation par l'individu des instruments, ici dans l'article, le matériel des notions et de symboles. C'est-à-dire très vite, il parle aussi d'aptitude en lien avec la conceptualisation. On verra l'intérêt que ça peut avoir pour l'orientation par la suite. Donc pour Vallon, très vite, il n'y a pas d'aptitude en soi, mais des possibilités, des virtualités, dont la forme sera celle que leur donnera l'objet qui les aura captés. Très clair, hein, comparativement à ce que dit Pierron à la même époque de l'aptitude, on voit bien la différence, et je pense que Pierre pourra éventuellement, quand aborder cette question concernant le plan Langevin à Vallon, on voit bien comment le plan Langevin à Vallon, concernant la question de l'aptitude, a été l'objet de compromis entre Pierron et Vallon. C'est évident, quand on revoit la publication en 1959 du plan Langevin-Vallon, avec une introduction de Vallon et une conclusion, une postface de Pierron, on voit bien la tension qui existe entre les deux, et on voit bien comment tout cela a été l'objet de compromis. Donc très vite, Vallon va aborder la question de l'orientation en lien avec la culture. 1932, le fameux texte au Congrès de l'éducation nouvelle de Nancy, appelé Culture générale et orientation professionnelle, où il lie très clairement, la question de l'orientation à la culture. C'est-à-dire qu'on ne peut pas poser les questions de l'orientation sans faire le lien avec la façon dont l'enfant va s'emparer de la culture mise à ses dispositions, et en particulier des instruments construits, des objets construits au fil des ans par l'activité laborieuse de l'homme. Il y a de très, très beaux textes. Alors ce texte-là, il est intéressant. Pourquoi ? Parce que j'ai retrouvé, puisque nous sommes ici aux Archives nationales, j'ai retrouvé dans le fonds d'archives le texte préparatoire de cette conférence. Et ma surprise a été grande de constater qu'il est assez différent du texte qui a été publié dans l'Ère Nouvelle. C'est-à-dire qu'entre le texte, le moment où Vallon prépare sa conférence, il tient sa conférence, et puis après il écrit pour l'Ère Nouvelle, ce n'est pas le même texte. Et on peut faire l'hypothèse, on se rapporte au texte de Vallon, au texte de Pierron, qui intervient aussi au même congrès sur la culture, que c'est pour partie une réponse. C'est-à-dire que le texte qui a été publié dans l'Ère Nouvelle, le texte écrit, est en partie une réponse à Henri Pierron. Ils procèdent toujours comme ça, Pierron et Vallon. Ils sont amis d'enfance, on l'a dit. Donc ils n'auront jamais pratiquement de débat public sur la question, sur leur désaccord
en particulier sur la question de l'aptitude. Mais bon, ils arrivent comme ça, quand même. Puis on dit, comme va vous l'expliquer, monsieur Vallon, demain, l'aptitude, c'est ça. Puis monsieur Vallon, bien sûr, ne pense pas que l'aptitude, c'est ça. Donc, effectivement, il va intervenir à la fois lors du colloque, mais surtout dans l'écrit qui va suivre, pour rectifier effectivement ce qu'a laissé un supposé Henri Pierrot. Et on verra qu'on a souvent, ça serait intéressant d'ailleurs d'étudier plus finement comment ils se répondent de cette façon-là, de cette façon-là. Et donc dans ce texte-là, il est extrêmement clair. L'enfant ne développe pas d'aptitude en elle-même. L'enfant, dès sa naissance, est un être socialisé, un être annexé à la société, vous le disiez. Sa première expérience est déjà commandée par toute une série de distinctions, etc. Lorsque l'enfant s'approprie le langage de son entourage, du même coup, il s'approprie toute une série de distinctions qui ont été faites au cours des âges précédents et qui appartiennent maintenant au langage de cet entourage. Et il va faire des comparaisons très belles avec Platon. Il va dire l'enfant, en 1932, il n'est pas plus intelligent que Platon. Mais simplement, il a à sa disposition un certain nombre d'outils et d'instruments que Platon n'avait pas. Tout simplement. Donc, et qu'il va pouvoir utiliser, et qu'il va pouvoir, et en particulier, tous les objets qui sont mis à sa disposition et qui vont immédiatement initier l'enfant à toute une vie qui n'a pu s'élaborer qu'après une longue série d'inventions et de transformations techniques. Donc pour lui, très tôt, il définit l'orientation, si on lit bien son texte, comme la façon dont les enfants vont s'emparer de l'ensemble de ces outils, de ces instruments qui étaient construits au fil des ans. Et il y a effectivement une réflexion qui va être menée chez lui autour du rapprochement, à partir de cela, autour du rapprochement avec les disciplines scolaires. Et on est toujours confronté à cette question-là, et on le voit bien. Quand on regarde les textes sortis sur l'orientation depuis 50 ans, on navigue sans arrêt entre ces deux positions. Est-ce qu'il faut penser les questions d'orientation en dehors des apprentissages scolaires et des contenus scolaires, ou est-ce qu'il faut penser les questions d'orientation au plus près des disciplines? Balancier. Aujourd'hui, on en est, il faut penser dans le nouveau parcours à venir qui vient de sortir dans le cadre des nouveaux programmes du collège, on est plutôt du côté des apprentissages scolaires, des contenus scolaires. Ce qui est bien, c'est en cela où je dis les textes de Vallon sont d'actualité. Donc on voit là, et Malrieux le dira très bien, que traitant du problème de la connaissance chez Vallon, on peut dire qu'au point de départ de toute éducation, il y a le travail. L'industrie humaine qui produit et conserve les instruments et les pratiques, élabore les activités de service et fabrique des biens de consommation en les séparant de l'utilisation et de la consommation immédiate. On voit là comment, à partir de là, effectivement, on pourrait dans l'école, à travers un certain nombre de disciplines, en particulier de la technologie, je profite de la présence de Philippe Joutard, relier, penser ces questions d'orientation. Et un effort avait été fait à la fin des années 90, au début des années 2000, dans les nouveaux programmes des programmes de techno de l'époque, pour effectivement construire des progressions qui avaient à voir avec la façon dont Vallon pouvait penser l'orientation. Et on voit, effectivement, on trouve dans les archives un certain nombre de textes qui vont se rapporter à cela. En particulier, un texte, je crois, qui n'a pas été publié parce qu'il est assez long, il fait une trentaine de pages, mais je passe sous le contrôle d'Émile Jallet, il pourra me dire si je me trompe, le texte de la conférence qu'il a prononcée aux Assises nationales de l'enfance qui se tiennent au CNAM le 24 et le 26 mai 1947, où là, il dit effectivement, il développe un certain nombre de choses sur la façon dont on peut penser l'éducation en lien avec les techniques. Et il dit très clairement, l'objectif sera de faire naître le développement intellectuel, je cite là Vallon, au contact des techniques, parce que c'est là vraiment qu'a été la matrice de l'intelligence de l'histoire de l'humanité. On peut pas être plus clair, dans une phrase aussi courte, dire de manière aussi synthétique la façon dont on peut penser les questions de l'orientation.
C'est dans cet effort de l'homme pour dominer le monde qu'il y a eu moyen et occasion d'exercer son intelligence et par la découverte de ses principes, de ce qui était son activité, et par la découverte de ses principes, de transformer son activité lui-même, processus dialectique, en œuvre, dans tout le développement de Vallon. Donc là, il va développer effectivement cette position autour de la fameuse triade théorie, technique et pratique, dont il pense qu'effectivement c'est essentiel au niveau de l'enseignement pour développer les connaissances et la culture des enfants, d'où l'enseignement polytechnique, dont le plan Langevin-Vallon. Il va y revenir, un texte aussi extrêmement intéressant, c'est les loisirs, les jeux, la culture, qui est aussi dans les archives et qui a été republié, qui montre bien aussi que c'est à l'école, mais c'est aussi en dehors de l'école, et en particulier dans les activités de loisirs, que peuvent se construire l'unité de la personne, et en particulier l'élaboration de ses goûts concernant son propos. Donc, pour finir, puisqu'il ne me reste pas beaucoup de temps, ce qui est important pour l'orientation actuelle, si on se rapporte au fait que l'individu se socialise dans plusieurs milieux de vie qui se recoupent en lui, pour Vallon, le travail et ses formes d'organisation constituent la matrice de l'histoire sociale. De cette perspective wallonienne, nous tirons notre propre définition des visées poursuivies dans les activités d'orientation, favoriser chez les élèves l'appropriation des acquis de l'humanité au regard des modèles qui leur sont offerts, afin de leur permettre de s'y situer dans le monde, s'y projeter, pour y faire des choix raisonnés, y trouver leur place et y agir avec d'autres, contribuant ainsi en retour à développer leur milieu de vie. Dès lors, dans les activités d'orientation, il s'agit d'aider les sujets à appréhender, comprendre et reconnaître pour eux-mêmes les capacités déposées dans les œuvres et les outils créés par les hommes au cours de leur histoire. Dans les activités d'orientation, l'objectif est alors d'amener les élèves à embrasser mentalement des réalités actuellement inaccessibles pour donner une existence à venir à des réalités seulement supposées ou possibles. Projet d'orientation. Vallon dit ça en 1935. L'acte d'appréhender ou l'acte de s'orienter, ce qui est fait dans les activités d'apprentissage à l'école ou dans les activités d'orientation, n'est plus alors seulement pensé et régi par la recherche de son effet immédiat, mais guidé par un effet plus lointain, d'où l'idée de penser l'orientation comme un processus continu. Quand on lit ça et qu'on essaye effectivement de lire un peu différemment les textes de Vallon, en particulier un texte dont j'aurais aimé vous parler, mais le temps m'est compté, « Éducation des masses et techniques », qui est un texte remarquable de 47, très court, 2 pages, qui revient sur toutes ces questions-là et qui est très utile pour penser les questions de l'orientation à ce niveau-là. Donc les activités d'orientation, je pense, aujourd'hui, telles qu'elles sont développées, sont encore, me semble-t-il, assez en deçà de ce qu'a pu dire Vallon. Alors bien sûr, Vallon, c'est un homme de son temps, et en particulier, concernant l'aptitude, il aura du mal à dépasser les contradictions qui sont les siennes, en particulier parce qu'il ne va pas non plus aller jusqu'au bout de sa réflexion sur l'instrument. Je crois que c'est aussi un point un peu obscur de son travail, mais qu'en même temps, il est tout à fait d'actualité. À bien y regarder, les textes actuels de l'orientation se situent bien en deçà de ce que laissaient espérer les textes de Vallon sur l'orientation. À nous de les découvrir pour nous confronter à son œuvre et en tirer profit. Je vous remercie de votre attention.